Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de biomédecine quantitative qui porte sur la phase 4, pharmacovigilance, des essais thérapeutiques. Et nous verrons ici comment on peut identifier des effets indésirables médicamenteux. Alors il y aura plusieurs parties, on parlera tout d'abord des effets indésirables médicamenteux et de leur détection, mais ce sera également l'occasion d'introduire des outils méthodologiques qui ne sont pas spécifiquement liés à ce champ. Il s'agit des systèmes de règles de décision et en particulier des arbres de décision qui sont une technique statistique qui permettent de générer ce type de règles. Et nous verrons enfin comment on peut les utiliser justement pour détecter automatiquement des effets indésirables du médicament. Parlons donc de la détection des effets indésirables du médicament. Alors, il faut d'abord définir ce que sont les effets indésirables du médicament et il y a des définitions qui sont différentes et en fait les nuances sont complexes entre ces définitions. Ici, on va utiliser une définition assez simple, c'est une réaction nocive et non voulue qui survient aux doses normalement utilisées chez l'homme et donc ça exclut tout ce qui est erreur d'administration et tentative de suicide, est lié également à l'utilisation du médicament. Utilisation, ça peut vouloir dire introduction, maintien de la prise ou alors arrêt. Les effets indésirables du médicament seraient responsables de 15 000 morts par an en France. Alors c'est très difficile de faire ces estimations parce que c'est vrai que quand une personne qui est très malade, qui a 95 ans, meurt d'un effet indésirable du médicament, la notion d'imputabilité n'est pas si évidente que cela. Mais bon, ces effets indésirables surviennent principalement chez les personnes âgées et en particulier lorsqu'elles sont sous anticoagulants ou sous insuline. Ces effets indésirables représentent un coût économique majeur en termes d'hospitalisation évitable, de rallongement des durées de séjour. Il y a plusieurs méthodes pour étudier les effets indésirables du médicament. Tout d'abord, cela se fait évidemment pendant les essais thérapeutiques avant l'autorisation de mise sur le marché, en phase 1, 2 et 3. Mais on peut également continuer à étudier ces effets indésirables, c'est ce qu'on appelle la phase 4, la pharmacovigilance, après la mise sur le marché, lorsque le médicament est largement diffusé en population réelle. Alors sur le schéma ici, j'ai représenté des cas d'effets indésirables sous forme de petites étoiles rouges. Et donc, évidemment, certains de ces effets indésirables, lorsqu'ils sont suffisamment fréquents, sont détectés pendant les phases 2 et 3, mais on ne peut pas, avec ces phases-là, détecter les effets très rares. Par contre, c'est vrai que ce sont des phases où les patients sont vraiment suivis de près, et s'il y a quelque chose à voir, on le verra. Après l'autorisation de mise sur le marché, pendant la phase dite post-AMM, on peut déclarer des cas à la pharmacovigilance, et donc c'est la méthode la plus classique pour étudier cela. Donc c'est la déclaration et investigation individuelle de cas. Chaque cas est étudié l'un après l'autre, on le verra tout à l'heure. On peut également, lorsqu'on a accumulé des données sur tous ces cas, faire une analyse statistique un peu particulière qu'on appelle une analyse de disproportionnalité. Et donc là, on prend plusieurs cas d'effets indésirables et on les analyse ensemble. Mais enfin, on peut réaliser de vraies études observationnelles, cohortes, cas témoins par exemple dans la population, en ayant cette fois-ci des gens qui prennent le médicament, des gens qui ne le prennent pas, et également des gens qui présentent un effet indésirable et des gens qui n'en présentent pas. Nous allons détailler maintenant ces 4 grands cadres d'études. Alors tout d'abord, dans les phases 2 et 3 du développement du médicament, phase que vous verrez ou avez vu dans les cours du professeur Alain Duhamel, il est possible d'étudier ce médicament sur des échantillons de patients volontaires. Ces patients sont généralement assez peu nombreux, tout au plus quelques centaines. L'avantage, c'est qu'on voit les effets indésirables avant la mise sur le marché, donc ça évite de mettre sur le marché un produit dangereux. Et le protocole est assez idéal parce qu'on a un essai qui est randomisé, avec des gens qui reçoivent le médicament, d'autres qui ne le reçoivent pas. Ils ont un placebo ou un autre médicament, randomisé en double aveugle et contrôlé versus le placebo ou un traitement de référence. Et on inclut des patients donc qui n'ont pas ce médicament, et ça c'est important. Il y aura un recueil exhaustif et très bien documenté de ces effets indésirables du médicament parce qu'il faut s'imaginer que ces patients sont suivis de près pendant tout ce temps-là avec des examens obligatoires. Certains même, dans certains cas, sont d'ailleurs hospitalisés. Les inconvénients, c'est que on a forcément un nombre limité de patients dans ces essais pour des raisons économiques et éthiques, quelques centaines tout au plus. Premièrement. Deuxièmement, ce sont des patients qui ne sont pas représentatifs de la vie réelle. Ils sont plus simples que ce que l'on trouve dans la vraie population. Ils ont des âges limités. On n'a pas d'enfants et pas de personnes âgées. Il n'y a pas de
femme enceinte, il y a très peu de pathologies associées pour ne pas complexifier le jugement qu'on se fait sur le médicament. Et ces patients ont un profil pathologique pur, c'est-à-dire que si le médicament est destiné à être indiqué pour une pathologie, ils ont cette pathologie dans sa forme la plus académique possible. Et enfin, ces patients ont très peu ou souvent aucun traitement concomitant. Donc, c'est pas la vraie vie, ce sont des patients qui sont plus purs, plus simples. Et enfin, on a un contexte de prescription qui est parfait, mais qui est beaucoup plus parfait, si je puis dire, que dans la vie réelle. On a des praticiens qui sont formés spécifiquement pour administrer ce médicament. Ils l'administrent en suivant des protocoles très stricts. Il n'y a donc pas de mésusage. Il n'y a quasiment pas de traitement concomitant, ou alors on explique aux gens ce qu'ils ont le droit de prendre ou pas. Et il y a une surveillance rapprochée. Et donc finalement, on voit que ça ne ressemble pas du tout à la vie réelle. Il se peut qu'un médicament fonctionne très bien dans ces conditions expérimentales et fonctionne très mal en vie réelle. Deuxièmement, on peut étudier la déclaration individuelle de cas. Donc c'est ce qui se fait lorsque le médicament est mis sur le marché. Lorsqu'un professionnel de santé observe un effet indésirable du médicament, il a l'obligation de le déclarer. Et cela permet à la pharmacovigilance qui reçoit ces déclarations d'analyser ce cas individuellement en utilisant des méthodes d'analyse d'imputabilité. Donc imputabilité, c'est-à-dire c'est tout un ensemble de méthodes en fait qui visent à savoir si pour ce patient-là qui a ce médicament et qui a d'autres médicaments, il est vraisemblable ou pas que ce médicament-là soit responsable de l'effet indésirable. Donc vous verrez bien sûr, ça inclut notamment une connaissance du médicament et des critères bibliographiques, mais ça n'inclut en rien des analyses statistiques puisqu'il n'y a qu'un seul patient qui à la fois a le médicament et à la fois a l'effet. C'est le seul patient, donc il n'y a pas d'analyse statistique. Alors l'avantage de cette déclaration individuelle de cas qui est obligatoire, c'est qu'elle se fait en population réelle. Donc on a de vrais patients avec de vrais usages de médicaments, des vrais prescripteurs avec tous leurs défauts. Potentiellement, on pourrait avoir beaucoup de patients, à condition encore que les médecins identifient que le cas est un effet indésirable du médicament, qu'ils pensent à le déclarer. Et en pratique, en fait, les médecins ne déclarent que les effets indésirables du médicament qui sont rares et graves. Ou grave. Donc, s'il y a quelque chose qui est grave mais qui est très connu, comme le fait de saigner sous anticoagulant, à coup sûr, on ne va pas le déclarer. Et s'il y a quelque chose qui est inattendu mais qui n'est pas très grave, ce ne sera pas déclaré non plus en fait. Les autres avantages néanmoins, c'est qu'on a un recueil exhaustif pour chaque cas déclaré, donc peu de cas sont déclarés, en pratique moins de 5% des effets graves, mais pour chacun qui est déclaré, on a vraiment une information qui est complète sur le patient, son traitement, etc. Et cette déclaration, en général, elle survient, on en observe en tout cas dès la mise sur le marché du médicament. Alors les inconvénients, c'est que moins de 5% des effets indésirables graves sont déclarés. Donc pour plusieurs raisons, hein, les médecins ne déclarent pas ce dont ils savent de façon évidente que tout le monde le sait. Donc ils se disent ça sert à rien que je me fatigue à le déclarer, tout le monde sait déjà que ça arrive. Ils ne déclarent pas ce qu'ils n'ont pas identifié comme étant un effet indésirable du médicament, ça arrive souvent, qu'on ne fasse pas le lien entre un symptôme et le médicament. Et ils ne déclarent pas les choses où ils estiment qu'on pourrait leur reprocher d'avoir mal prescrit. Il y a également des effets de mode qui font qu'inversement, une fois qu'un effet indésirable est un peu médiatisé, tout à coup, tout le monde se met à le déclarer. Et tout ça fait qu'en fait, il est impossible d'estimer le taux d'incidence d'un effet indésirable grâce à ces méthodes. C'est un protocole également qui est très simple. On a un seul cas qui est à la fois exposé et avec l'événement. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de cas non exposé. On ne peut pas faire d'analyse statistique. Et donc le niveau de preuve de ces méthodes est faible, même si ça reste aujourd'hui, pour tout plein de raisons, la méthode de référence. Une fois qu'un centre de pharmacovigilance a collecté plusieurs déclarations d'effets indésirables, il peut réaliser une analyse de disproportionnalité. Effectivement, lorsque un cas est déclaré, on a tous les médicaments que prend ce patient, qu'ils soient ou non en relation avec l'effet indésirable. Et donc finalement, tous ces cas, après avoir été analysés un par un, constituent une grande base de données de pharmacovigilance avec uniquement des patients qui ont des effets indésirables. Mais ces patients ont des effets indésirables de nature différente. Également, ils ont des médicaments différents. Et donc, on ne pourra pas faire une analyse avec des gens qui ont un effet indésirable, des gens qui n'en ont pas. Par contre, on aura ce qu'on appelle des cas non-cas, donc pas des cas témoins, mais des cas non-cas. Les cas, ce sont ceux qui ont l'effet qui nous intéresse, et les non-cas, ce sont ceux qui ont finalement d'autres effets indésirables du médicament.
puisqu'il n'y a personne sans effet indésirable dans ces bases-là. Donc on appelle ça parfois des études de cas non-cas, au lieu de les appeler des études de cas témoins. Mais quand même, dans ces bases-là, on peut s'amuser à voir s'il y a une indépendance entre un effet indésirable et un médicament. Et il est possible qu'on voit qu'il y a une association statistique entre un médicament et un effet indésirable. Donc c'est une base ici qui est constituée de cas en population réelle, avec des vrais patients, des vrais usages, des vrais prescripteurs, potentiellement beaucoup de patients malgré la sous-déclaration. Effectivement, il y a peu de patients par rapport aux gens qui ont vraiment eu l'effet indésirable, mais au total, ça fait quand même pas mal de monde dans la base. Et c'est vrai que les cas déclarés sont bien décrits, donc on peut faire des analyses dessus. Les inconvénients, c'est que, encore une fois, très peu d'effets indésirables sont déclarés, donc ces cas ne sont pas représentatifs de la réalité. Les témoins ne sont pas des témoins, ce sont des non-cas, c'est-à-dire des gens qui ont présenté des effets indésirables, mais simplement des effets indésirables différents. Et il est donc tout à fait impossible d'estimer une incidence ou un risque relatif avec ces méthodes-là, dites de disproportionnalité. On peut également réaliser de véritables études observationnelles en population, comme vous l'avez appris en épidémiologie. Donc, des études épidémiologiques classiques tout d'abord, avec des cas témoins rétrospectifs, ou des exposés non exposés, ou des cohortes prospectives ou rétrospectives. En cas, on aura donc les patients qui ont l'effet indésirable qui nous intéresse, en témoin ceux qui n'ont pas l'effet indésirable qui nous intéresse. En exposé, on aura alors ceux qui ont le médicament d'intérêt, en non exposé, on aura des patients qui ont autre chose ou rien du tout que ce médicament. Et donc, on peut réaliser des études classiques avec un calcul d'odds ratio, de risque relatif selon le cas. On est aussi en population réelle comme précédemment, avec de vrais patients, de vrais usages, de vrais prescripteurs. Les cas sont bien documentés, notamment pour les études de cohorte. Le niveau de preuve est nettement plus élevé et on peut estimer un taux d'incidence. Les inconvénients, c'est que ces études peuvent être réalisées tardivement, il faut le temps d'observer les effets indésirables et elles sont chères à mettre en place. Il y a un cadre qui est proche de celui-ci conceptuellement, mais qui coûte beaucoup moins cher, ce sont les études de réutilisation de données. On peut s'intéresser à des bases de données constituées au fil du soin des patients, constituées de manière routinière, comme les bases de l'assurance maladie, les bases d'hospitalisation dans lesquelles on a des actes, des diagnostics, des décès, parfois des médicaments prescrits. Et avec tout cela, on peut réaliser de véritables cohortes historiques, simplement en analysant des données qui existent déjà et pas en convoquant des patients pour une recherche clinique. Les avantages, c'est qu'on obtient un niveau de preuve qui est quasiment équivalent aux précédentes, avec un effectif très élevé, donc une forte puissance statistique. Parfois même, on peut être exhaustif au niveau d'un territoire. Ces études également sont très peu onéreuses et permettent d'avoir un résultat rapide. Lorsqu'on décide de lancer une étude comme ça, on peut avoir un résultat préliminaire en 1 mois de travail, donc c'est vraiment très peu. Les inconvénients, c'est qu'il nous manque l'information très détaillée sur les cas, puisqu'on a uniquement l'information qui a été renseignée dans les bases de données pour le soin du patient, donc on n'a pas une description très claire des symptômes par exemple, etc. Et on ne peut pas du tout évaluer l'imputabilité, le lien logique qui peut exister entre le médicament et l'effet indésirable. D'autre part, ces études nécessitent que les données aient déjà été accumulées dans des bases de données, donc généralement, ça se passe longtemps après l'autorisation de mise sur le marché. On peut réaliser un tableau récapitulatif de ce qui a été dit précédemment. Si on regarde la première colonne, on voit que les phases 2 et 3 se déroulent avant la mise sur le marché. On a le protocole, c'est un essai randomisé contrôlé, donc très haut niveau de preuve, bien sûr. Les patients, le contexte et le médecin sont trop parfaits, trop simples. La détection des effets indésirables du médicament est exhaustive et bien documentée, mais on a trop peu d'événements. L'estimation de l'incidence est imprécise. L'imputabilité peut parfaitement être étudiée. On peut calculer une association statistique prospective qui est le risque relatif, et le niveau de preuve est très élevé. Le deuxième cadre, la déclaration individuelle de cas. Ces études peuvent avoir lieu en post-AMM, post-autorisation de mise sur le marché immédiat, donc ça c'est un côté positif. Le protocole est plutôt mauvais, c'est l'analyse d'un seul patient qui à la fois est exposé et présente l'événement. Par contre, point positif, les patients, le contexte et le médecin sont tout à fait réalistes, on est en vie réelle.
La détection des effets indésirables, malheureusement, est très peu sensible puisque très peu d'effets sont déclarés. Mais par contre, lorsqu'ils sont déclarés, ils sont très bien documentés. Donc ça, c'est bien. On aurait potentiellement un nombre d'effets indésirables vus élevé, mais en réalité, très peu sont déclarés. Il y a des effets de mode, des focus, etc. Il est impossible d'estimer l'incidence puisqu'elle est fortement sous-estimée. On peut étudier fortement l'imputabilité et on ne peut pas calculer d'association statistique. Le niveau de preuve de ces études est considéré comme faible, niveau 4. Les analyses de disproportionnalité qui tirent profit de plusieurs centaines de déclarations précédentes qui se sont accumulées dans des bases. Ces analyses ont lieu en post-AMM. Elles analysent des bases qui contiennent des déclarations d'effets indésirables du médicament. Les patients, le contexte et les médecins sont réalistes. La détection des effets indésirables est donc comme précédemment très peu sensible, bien documentée. On pourrait avoir en théorie beaucoup de monde, en pratique ça n'est pas le cas. On ne peut pas estimer l'incidence. Il ne s'agit pas ici d'analyser l'imputabilité, parce qu'en revanche, on pourra calculer une association statistique uniquement avec un odds ratio, puisque les gens qu'on a ici dans cette base ne sont pas du tout représentatifs de la réalité. Et donc le niveau de preuve est plutôt faible, mais un peu plus élevé que précédemment. Les études épidémiologiques et de réutilisation de données présentent un niveau de preuve qui est plus élevé. On n'est pas dans l'essai randomisé contrôlé, mais on est quand même parfois dans de vraies études de cohorte. Donc ce sont de véritables études qui malheureusement sont tardives. Les patients, contexte de prescription et médecins sont tout à fait représentatifs de la population, c'est donc réaliste. La détection des effets indésirables est très bonne. On peut voir beaucoup d'effets indésirables en fonction du budget de l'étude, ça dépend bien sûr. On peut estimer l'incidence, on peut parfois ou parfois pas estimer l'imputabilité, ça dépend, et on peut calculer une association statistique avec un odds ratio ou même un risque relatif pour les cohortes. Lorsqu'on fait la même chose, non pas avec de vraies personnes, mais en réutilisation des données, on se situe là aussi en post-AMM tardif. On peut mener des cohortes historiques sur des bases de données médico-administratives. Les patients, contexte et médecins sont tout à fait réalistes, mais à la différence du cas précédent, l'information qu'on a sur eux est tout à fait partielle, donc il n'est pas certain qu'on ait ce qui nous intéresse. La détection des effets indésirables, ça dépend. Si on cherche une infection articulaire, par exemple, on va la trouver puisque tout le monde est hospitalisé pour cela. Si on cherche par contre une urticaire, c'est pas du tout évident. Donc ça dépend du type d'effet indésirable. Plus il est grave, plus sa détection est de bonne qualité. Le nombre d'effets indésirables vus est potentiellement extrêmement élevé. On peut même être exhaustif sur le territoire pour des effets indésirables graves. L'incidence peut parfaitement être estimée, l'imputabilité n'est pas du tout étudiée, et comme on a des cohortes historiques, on peut calculer un risque relatif et le niveau de preuve est donc élevé. Alors ici, on va schématiser la population concernée lorsqu'on s'intéresse au couple en particulier entre un médicament donné et un effet indésirable, par exemple le paracétamol en médicament et une cytolyse hépatique en événement. Lorsqu'on est en phase 2 et 3, on a notre fameux tableau de contingence à 4 cases avec exposé, non exposé en ligne, euh, effet indésirable, pas effet indésirable en colonne. Mais dans ces 4 cases, on a peu d'individus puisque forcément il y a seulement quelques centaines d'individus dans l'étude. Lorsqu'on s'intéresse à la déclaration d'un seul cas, eh bien vous voyez qu'il y a une seule personne dans tout ce tableau qui est forcément dans la première ligne et la première colonne. C'est un patient qui a le médicament étudié et qui présente l'effet indésirable étudié. Et donc on ne peut pas faire, le tableau évidemment ne sert à rien, c'est simplement pour vous permettre de mieux comparer avec le cas précédent. Lorsqu'on prend maintenant plusieurs anciennes déclarations pour faire une analyse de disproportionnalité, on dispose dans notre tableau de gens qui ont l'effet indésirable ici et de gens qui ont un autre effet indésirable. Il n'y a personne sans effet indésirable. Et on a des gens avec médicaments, des gens sans médicaments. Donc on a quand même nos 4 cases, même si elles sont un peu différentes. Et enfin, dans l'étude observationnelle en population ou dans l'étude de réutilisation de données, le tableau est plein de partout. On a des gens sans effet indésirable, avec un autre effet indésirable, avec 7 effets indésirables, avec médicaments, sans médicaments, et on a des effectifs qui peuvent être très élevés dans tout le tableau, si on le souhaite. Voyons maintenant les systèmes de règles de décision. Alors, une règle de décision, c'est un ensemble de conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, produisent un effet avec une certaine probabilité.
Par exemple, si C1 et C2 et C3 et CK sont présents, alors j'ai un effet. Exemple, je vous dis, je ne bois pas d'eau et je pars faire un footing à 30 degrés, j'aurai probablement soif. Mais ça marche pas à tous les coups. Il se peut que pour X raisons, l'effet ne survienne pas, évidemment. C'est comme ça que de manière usuelle, on représente la connaissance en médecine. Donc un exemple ici médicamenteux, vous prenez de l'héparine et vous avez plus de 70 ans, il y a un risque d'hémorragie, mais évidemment il y aura également plein de patients qui n'auront pas d'hémorragie. Alors on peut utiliser les notations C1, C2, C3, etc. pour les conditions exprimées de manière logique, d'où le et, l'esperluette entre ces conditions. Mais en termes d'ensemble, on peut également dire ce sont des ensembles. C1, c'est l'ensemble des gens qui présentent une condition, C2, l'ensemble des gens qui présentent une condition, etc. Et donc on est sur des intersections qui donnent l'événement. En pratique, c'est exactement la même chose finalement. Alors ce qu'on va faire pour simplifier les écritures, c'est que l'ensemble C1 et C2 et C3 et CK sera noté C. Et donc on peut écrire cette règle sous la forme C implique E. L'ensemble des conditions donne un effet. Nos conditions peuvent être des événements binaires, éventuellement issus de variables non binaires. Alors vous avez des variables qui d'emblée sont binaires, par exemple, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale, oui ou non? Mais vous avez aussi des variables quantitatives comme l'âge, et à ce moment-là, si j'écris âge supérieur à 70 ans, ça devient une condition binaire. Et de même pour les variables qualitatives, comme par exemple la couleur des cheveux, eh bien je peux demander si cette couleur est égale à brun, et à ce moment-là, cette condition ici devient binaire. Donc nous aurons, nous, toujours des conditions binaires, reliées par l'opérateur et. On ne va pas s'embêter avec des ou et des parenthèses, le et est largement suffisant. Et on s'intéresse ici à un événement binaire, il y a oui ou non une cytolyse hépatique, etc. Et une fois qu'on a défini cela, l'ensemble des conditions devient à son tour binaire, forcément, et l'effet reste binaire, et on peut mesurer des métriques que sont la confiance et le support. Alors tout d'abord la confiance. Vous retrouvez ici le diagramme de Venn que vous connaissez bien, avec le cercle C en noir, l'ensemble des patients qui présentent les conditions de la règle, et le cercle E en bleu, l'ensemble des patients qui présentent l'effet décrit dans la règle. À l'intersection, ici, on trouve les gens qui ont à la fois les conditions et l'effet. La confiance, en fait, c'est un nom qu'on utilise en informatique pour désigner la valeur prédictive positive. C'est la probabilité, parmi tous les gens ici qui présentent les conditions, d'avoir l'effet. Donc c'est l'ensemble rose plein divisé par l'ensemble rose dans son entièreté, assuré ou non. Donc c'est la probabilité de présenter l'événement, sachant qu'on a les conditions, autrement dit, c'est le nombre d'individus qui ont à la fois l'événement et les conditions, divisé par le nombre d'individus qui ont les conditions. Et donc ça prédit le risque pour le groupe de patients qui présentent les conditions de la règle. Voilà. Le support qu'on utilise uniquement en informatique et pas en statistique, c'est la probabilité que par rapport à l'ensemble des patients, on ait à la fois les conditions et les faits. Et donc ici, c'est l'ensemble qui est rose plein divisé par la totalité des patients pris en compte. Alors, ça ne nous renseigne pas vraiment sur un risque, parce qu'il peut y avoir d'autres règles, mais ça permet simplement de savoir si une règle s'intéresse à un phénomène de niche ou à quelque chose de vraiment important dans la population. Donc c'est une métrique qu'on peut qualifier de secondaire. La plus importante, c'est la précédente, la confiance ou valeur prédictive positive. On ne s'intéressera pas pour une règle donnée à la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive négative, tout simplement parce que dans un système de règles, il y aura généralement d'autres règles à côté, et donc ça n'a pas de sens de s'intéresser aux gens qui ne seraient pas détectés par cette règle en particulier, mais qui le seraient par d'autres. Ça n'a pas de sens particulier. Donc on verra que on s'intéresse aux qualités métriques de l'ensemble des règles d'un système de règles. Alors lorsqu'on s'intéresse à un système à plusieurs règles, ce sont des règles bien sûr qui prédisent toutes le même effet, mais à l'aide de conditions différentes. Il y a des systèmes de règles avec redondance. Par exemple, une première règle dirait si vous prenez médicament A, vous avez 20% de risque de faire une hémorragie. Et une deuxième règle dirait si vous prenez le médicament B, vous avez 60% de risque de faire une hémorragie. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que ça ne nous renseigne pas sur le cas des personnes qui prennent à la fois le médicament et le médicament B. Est-ce qu'ils ont un risque de 20%, de 60%,
ou alors un risque intermédiaire, ou alors ce qui est plus probable, un risque supérieur encore à 60%, ou alors ça pourrait se voir dans certains cas un risque inférieur à 20%. On ne sait pas du tout. Donc ces systèmes-là, qui correspondent quand même à la façon dont on exprime la connaissance médicale, présentent un inconvénient, c'est qu'ils peuvent produire plusieurs risques pour une même personne. Ce patient aurait à la fois 20 et 60% de chance. On ne sait pas. Donc il existe des systèmes de règles qui, eux, sont sans redondance. C'est ce que nous créerons dans ce cours ici. Médicament A donne hémorragie. Et puis vous avez une deuxième règle qui est à côté. Si vous ne prenez pas le médicament A, mais que vous prenez le médicament B, vous aurez une hémorragie. Et là, pour chaque personne testée, il y aura à la fin un seul risque prédit, puisque personne ne peut remplir les conditions de toutes les règles, de plusieurs règles en même temps. Donc c'est mieux en termes de qualité de la prédiction. Par contre, il y a un inconvénient, hein, c'est que les règles sont plus longues à écrire puisqu'il y aura de plus en plus de conditions négatives. Et le support de ces règles est généralement plus faible, on l'a compris également. Lorsqu'on a un système de règles, on peut calculer la précision, c'est la valeur prédictive globale du système de règles. Quand au moins une des règles dit que ce patient risque d'avoir une hémorragie, quel est le risque réel qu'il ait une hémorragie? Et vous voyez que c'est le au moins une ici qui permet de relier toutes les règles. Si au moins une des règles dit oui, quelle est la probabilité? On ne s'intéressera jamais au fait qu'au moins une des règles dise non, en fait. Alors quand on a un système non redondant, ici, on voit que cette VPP, c'est la surface rose pleine divisée par l'ensemble des surfaces roses, pleines ou hachurées. Et donc, dans ce système non redondant, la précision, c'est une moyenne pondérée des confiances des règles, pondérées par l'ensemble de la population visée par les conditions de chaque règle. Donc si vous avez une règle qui prédit à 40%, une autre à 20%, eh bien, avec une confiance de 20 ou 40%, au total, on aura une confiance comprise entre 20 et 40%. Dans un système redondant, c'est plus complexe puisque vous voyez qu'il y a des superpositions ici, donc on ne peut pas déduire directement ici la précision. Le rappel, c'est la sensibilité globale du système. C'est la probabilité qu'un effet indésirable soit prédit par au moins une des règles. Autrement dit, ça permet de savoir si le système laisse passer des cas sans les détecter ou pas. Alors dans le cas du système non redondant, c'est tout simplement la somme des sensibilités des règles, puisque ce rappel ici, ce sont les surfaces pleines divisées par l'ensemble de la surface rose, qu'elle soit hachurée ou non. Dans le système redondant, comme ici, évidemment, c'est plus complexe. Et donc on comprend que dans le système non redondant, c'est le fait d'accumuler les règles différentes qui permettra, de façon assez naturelle, d'augmenter la sensibilité du système. Voilà, nous avons introduit les règles et les systèmes de règles. Nous allons voir maintenant qu'une méthode en particulier de fouille de données permet de générer ce type de règles automatiquement. Alors commençons par définir le data mining ou fouille statistique de données. C'est la mise en évidence de connaissances qui étaient jusqu'alors inconnues dans des bases de données de grande dimension à l'aide de méthodes dérivées des statistiques, de la gestion de données et de l'intelligence artificielle. Alors on parle de data mining, on parle aussi de knowledge discovery in databases, et dans le champ de l'intelligence artificielle, on parle également de systèmes auto-apprenants ou de machine learning, l'apprentissage par l'ordinateur. Bon, peu importe, hein. Il s'agit souvent, mais pas toujours, de données de grande dimension, données massives ou de big data, c'est la même chose, c'est-à-dire avec beaucoup d'individus statistiques, beaucoup de lignes dans le tableau si vous voulez, beaucoup de variables ou beaucoup de colonnes dans le tableau, et des données plus ou moins complexes. Il y a des méthodes de data mining ou de fouille statistique de données qui sont non supervisées. Ce sont des méthodes qui recherchent des motifs et des associations entre variables, mais sans forcément s'intéresser à une variable plus qu'à une autre. Voilà. Donc, par exemple, il y a les règles d'association. C'est une méthode dite du panier de la ménagère, hein, qui permet de mesurer l'association entre l'achat d'un produit et l'achat d'autres produits. C'est comme ça qu'on sait par exemple que les gens qui achètent de la mousse à raser achètent également du déodorant, que les gens qui achètent des jouets électriques achètent également des piles électriques, etc. Nous ne nous intéresserons pas ici à ces problèmes qui sont pas mal utilisés dans le marketing, mais assez peu utilisés finalement en santé.
Nous nous intéresserons plus particulièrement au data mining supervisé. Eh bien, c'est un peu comme dans les régressions que vous connaissez, que vous allez voir plus en détail cette année, avec tout d'abord un objectif rétrospectif qui est de prédire une seule variable y, dite variable à expliquer, par l'ensemble des variables x disponibles. On cherchera par exemple à prédire la survenue d'un effet indésirable, ça c'est notre variable y, par l'ensemble des médicaments que prend le patient, ses pathologies, ses résultats de biologie médicale, etc. Ça, c'est le côté rétrospectif, c'est chercher une explication à ce qui a été observé. Évidemment, une fois qu'on est capable d'expliquer beaucoup de cas, on est capable de prédire de manière prospective pour un nouveau cas. On ne sait pas encore si ce patient aura un effet indésirable, mais on aimerait prédire son risque d'effet indésirable en fonction de la connaissance qu'on a apprise sur les patients précédents. Il y a parmi les méthodes de data mining supervisées de nombreuses méthodes. On pourrait reciter les régressions qui finalement sont très proches en termes de raisonnement. Et nous verrons ici les arbres de décision. Ces méthodes sont analysables pour le cadre 3 qu'on avait vu, pour les analyses de disproportionnalité. Et nous verrons ça ici pour les études observationnelles en population. Ce ne sont pas du tout les méthodes classiques de référence, hein, pour vous le dire tout de suite, mais dans le cadre de ce cours, qui est assez axé sur des méthodes de recherche en médecine, on voulait vous montrer des méthodes exploratoires avec une application sur l'effet indésirable du médicament. Les arbres de décision sont donc des méthodes de data mining ou fouilles statistiques de données supervisées qui produisent des règles. En variable à expliquer, y, on utilisera ici une variable binaire. Est-ce que oui ou non, il y a un effet indésirable? Mais il existe d'autres types de méthodes, bien sûr. En variable explicative, ici, on utilisera des variables binaires, comme précédemment, donc obtenues, donc disponibles binairement telles quelles, ou alors obtenues de variables quantitatives ou qualitatives. Mais en fait, ces arbres sont capables de mélanger toute forme de variables. Les arbres de décision se lisent un peu comme un arbre normal qu'on aurait mis la tête en haut, la tête en bas, pardon, avec en haut ici la racine ou root. Ensuite, il y a des bifurcations successives qui donnent à chaque fois des branches. Et tout à la fin, les branches terminales sont qualifiées de feuilles. Et à chaque fois qu'il y a une bifurcation, on appelle ça un nœud. Rappelez-vous, quand sur une planche vous avez un nœud, là ces points noirs, ça correspond en fait à l'émergence d'une branche dans le tronc de l'arbre. Donc ces nœuds, dans ce cas-là, ce seront des nœuds binaires. On part d'une branche en haut et ça donne deux branches vers le bas. La racine, finalement, c'est la toute première branche et les feuilles, ce sont les branches terminales. L'arbre se lie du haut vers le bas, donc de la racine vers les feuilles. Le nœud constitue l'unité de base, une bifurcation. Avant d'entrer dans un nœud, on a un échantillon qui contient ici un nombre d'individus n et qui présente une fréquence de l'événement, par exemple l'effet indésirable du médicament, petit f. Et on écrit ici une condition qui permet de fragmenter cet échantillon en deux sous-échantillons. Alors vous remarquez que on aurait bien aimé écrire le n et le f en haut et la condition en bas, parce que chronologiquement on a déjà un effectif n et une fréquence f, et ensuite la condition permet de séparer. Mais pour des questions purement informatiques de mise en forme de l'arbre, c'est exactement l'inverse qui est fait. Donc la condition est écrite au-dessus, mais elle doit se lire en dessous en fait. C'est elle qui détermine les branches suivantes. Alors comme on partage l'échantillon en deux, de façon assez naturelle, n est égal à n1 plus n2. On a coupé l'échantillon en deux, de façon équilibrée ou non, peu importe. Et de manière naturelle aussi, l'ancienne fréquence est une moyenne pondérée des deux nouvelles fréquences. Et l'arbre sera organisé de façon à ce que à gauche la fréquence soit beaucoup plus faible que précédemment et à droite beaucoup plus élevée. Et donc l'ancienne fréquence est une moyenne pondérée, donc c'est n1 sur n fois f1 plus n2 sur n fois f2. Voici comment, en termes d'algorithme de construction, un arbre est généré. Tout d'abord, on part de la racine de l'arbre qui contient l'ensemble de l'échantillon étudié, par exemple 400 patients. La méthode se demande si un des critères d'arrêt est rempli, on définira ça plus tard, et si jamais un critère d'arrêt est rempli, l'arbre s'arrête là, on est donc face à une feuille, tandis que si le critère d'arrêt n'est pas rempli, l'arbre ne s'arrête pas, il continue. On arrive ici à un nœud.
Et on cherche à appliquer la condition qui sépare le mieux d'un côté le moins d'événements possible sur la gauche et de l'autre le plus d'événements possible sur la droite. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette condition, et on verra ensuite comment on la trouve, ça permet d'avoir d'un côté une branche avec plus d'individus qui ont l'événement, de l'autre avec moins d'individus qui ont l'événement. Et pour chacune de ces branches, ensuite on revient à l'élément précédent, c'est ce qu'on appelle de la récursivité, c'est-à-dire qu'une fonction qui est ici va prendre pour substrat le produit de sa propre exécution précédente. C'est la récursivité, c'est le fait d'appliquer une méthode au produit de l'exécution précédente. Et c'est fait évidemment pour chacune des deux branches indépendamment, et on continue, et on finira bien par s'arrêter à un moment ou à un autre. Nous allons voir maintenant comment on peut utiliser cette méthode ici pour essayer de détecter des effets indésirables du médicament. Je le dis une nouvelle fois, ça n'est pas du tout la méthode de référence pour ça, mais c'est une méthode qu'on peut utiliser dans des projets de recherche. Alors voilà tout d'abord le schéma général de l'étude. De l'activité quotidienne de soins ici a permis de remplir en routine des bases de données, comme par exemple le système d'information hospitalier avec des diagnostics, des actes, des résultats de biologie médicale, des médicaments. Et ici, par réutilisation de données ou data reuse, on va chercher à détecter automatiquement les effets indésirables du médicament. On s'intéresse aux AVK ou antivitamine K qui sont des anticoagulants qui sont indiqués en prévention des thromboses, donc par exemple chez des gens qui ont déjà fait des infarctus. L'activité biologique de ces médicaments dans l'organisme peut être suivie en mesurant l'INR ou International Normalized Ratio, qui en gros, quand on a un INR normal, ça veut dire que le patient est normalement anticoagulé. Si l'INR est trop bas et se rapproche de ce qu'il est chez les patients non traités, ça veut dire que le médicament ne fonctionne pas. Et si l'INR est trop élevé, ça veut dire que le médicament est trop actif et que le patient risque de faire une hémorragie, éventuellement de mourir. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que les patients soient surdosés en antivitamine K. Je vais revenir sur ce mot surdosé. Ça entraîne donc une élévation de l'INR et une hémorragie. Alors quand on écrit ça, vous dites bah, c'est simple, il suffit de prendre la bonne dose de médicaments, mais en fait ce terme de surdosage est relatif, c'est-à-dire qu'il est possible qu'un patient prenne la bonne posologie pendant toute sa vie et que parce qu'il prend d'autres médicaments à côté ou parce qu'il consomme plus ou moins certains aliments, eh bien il se retrouve en surdosage relatif avec un risque d'hémorragie alors que pourtant il prend toujours la bonne dose. Donc c'est pour ça que ces médicaments sont difficiles à manœuvrer. Et donc s'il y a de nombreuses interactions qui peuvent donner ici un saignement sous antivitamine K, peut-être que nous, on va pouvoir les détecter justement, ces facteurs qui favorisent l'hémorragie. Donc on prend ici 100 séjours hospitaliers et en variable à expliquer, on va s'intéresser non pas à l'hémorragie parce que c'est un événement trop rare, mais à l'élévation de l'INR. Lorsque l'INR s'élève au-delà de 5, il y a un risque hémorragique. Et donc, on a dans cet échantillon, puisque j'ai pris des chiffres très simples pour que vous puissiez vérifier par le calcul certaines égalités, il y a 10% d'individus, donc en l'occurrence ici il y en a 10, qui présentent une élévation de l'INR et 90% qui ne présentent pas d'élévation de l'INR. Et nous avons maintenant un ensemble de 500 variables binaires qui ont toutes été construites de façon systématique avec tous les médicaments reçus par ces patients, les résultats de biologie et d'autres facteurs. Et nous allons chercher parmi ces 500 variables lesquelles augmentent le risque d'avoir une élévation de l'INR. Alors voici maintenant notre échantillon. Donc il est présenté ici sur la racine de l'arbre. On a 100 individus avec un risque de 10%. Et on va chercher automatiquement la condition qui sépare le mieux les individus avec événement qu'on mettra plus volontiers sur la droite et les individus sans événement qu'on mettra plus volontiers sur la gauche. On dispose de 500 variables binaires. Alors il y a une question que je vous pose et quand je l'aurai posée, je vous demande s'il vous plaît de faire pause pour essayer d'y réfléchir avant d'écouter le reste de la vidéo. Si vous avez 500 variables binaires et une variable binaire ici à prédire, quelle est la méthode statistique qui permet de quantifier la force de l'association entre une de ces 500 variables et notre variable y, premièrement? Et deuxièmement, si vous appliquez cette méthode statistique à 500 variables, comment est-ce que vous ferez pour choisir la variable la plus fortement associée?
Donc ici, vous faites pause, s'il vous plaît, vous réfléchissez et la réponse arrive. Voici maintenant la réponse. Pour étudier la liaison entre deux variables binaires, on peut faire un test d'Uki2 tout simplement. Et donc, si j'ai 500 variables binaires, je vais faire 500 tests d'Uki2 entre chacune de ces variables et ma variable y. Et la variable la plus fortement associée, ça pourrait être par exemple, puisqu'elles sont toutes binaires, la variable qui a la p-valeur la plus faible, tout simplement. Et donc ici, c'est ce qu'on a fait. Donc vous avez 500 variables ici sur la colonne de gauche, j'affiche que les 3 premières, et je vous affiche ici la p-valeur du Ki2. Alors, elles sont triées par ordre croissant, mais on aurait pu aussi prendre la valeur du Ki2 triée par ordre décroissant, ça revient exactement au même, hein. C'est une bijection. Et donc vous voyez ici que la variable 100 est associée avec un Ki2 de 1 pour 10 000, p-valeur, la variable 83 avec une p-valeur de 1%, la variable 238 avec une valeur de 15%. Donc c'est évidemment la première variable qui est la plus fortement associée, x indice 100, et donc on va pouvoir l'utiliser dans cet arbre. Alors ici, il se trouve que c'était la variable est-ce que le patient est sous AVK? Eh bien, il y a 60 patients à gauche qui ne sont pas sous antivitamine K et 0% d'entre eux présentent l'événement. Et il y a 40% à droite qui sont sous antivitamine K et 25% d'entre eux présentent l'événement. Alors je vous pose une question maintenant. Peut-on continuer sur cet arbre? Vous faites pause pour réfléchir et vous renclenchez lorsque vous avez la réponse. Alors ce qu'on imagine volontiers, c'est que sur la gauche, on ne peut pas poursuivre puisque de toute façon, on n'a déjà plus aucun événement. Donc ça ne sert à rien de chercher une variable qui permettrait de mieux séparer à gauche les gens qui n'ont pas d'événement, à droite les gens qui en ont, puisqu'il n'y a plus personne. Donc on a ici rencontré une condition d'arrêt sur la gauche. Par contre, sur la droite, on a encore 25% de gens qui ont l'événement et 75% de gens qui n'ont pas l'événement. Ils sont 40, c'est peut-être suffisamment nombreux. Ça vaut le coup de refaire exactement la même chose sur la branche de droite. Donc oui, on peut continuer. Alors je vous épargne le suspense ici, mais à l'étape suivante, il restait 499 variables et donc on a testé automatiquement toutes les autres variables. On se retrouve maintenant à la fin avec cet arbre, puisque sur chacune des feuilles, il y avait une condition d'arrêt que nous récapitulerons ensemble. Cet arbre présente 4 feuilles et donc on obtient 4 règles. Je vais vous montrer lesquelles maintenant. Alors, pour chacune de ces règles, on a P, la probabilité que Y soit égal à 1, c'est-à-dire la confiance estimée dans l'échantillon pour cette règle. Voici l'énoncé des 4 règles de droite à gauche. Tout d'abord ici, quand je regarde le plus à droite, les patients qui ont un antivitamine K et pour lesquels il y a un arrêt du médicament X ont une probabilité de 40% d'avoir ici un surdosage en AVK. Lorsque je prends la deuxième feuille ici, les patients qui ont un antivitamine K et pas d'arrêt du médicament X, mais une hypoalbuminémie ont 50% de risque. Lorsqu'on continue ici sur la gauche, on voit que les patients qui ont un antivitamine K et qui n'ont pas d'arrêt du médicament X, mais et qui n'ont pas d'hypoalbuminémie ont un risque de 5%. Et enfin, lorsqu'on termine tout à fait à gauche, on voit que les patients qui n'ont pas d'antivitamine K ont un risque de 0%. Donc 4 règles ici. On voit bien que chaque patient nouveau pourra être mis dans un et un seul de ces groupes. Donc ces 4 règles forment un système non redondant, mais en plus, elles réalisent une partition de S. On ne peut pas être à l'extérieur de ces 4 groupes, c'est pas possible. Alors, ce qu'on voit bien évidemment, c'est que dans une perspective de prédiction de risque, ce sont les deux premières qui correspondent à des risques de 40 et 50% qui nous intéressent, et les deux autres qui prédisent un risque très faible ne nous intéressent pas. Une fois qu'on a ces règles ici, il faut les valider. Et je vais vous montrer ici un exemple de validation, puisque c'est complexe en fait de savoir si ces règles sont pertinentes et d'expliquer pourquoi c'est vrai. Alors, on nous dit ici dans l'arbre que le fait d'avoir une hypoalbuminémie, ça augmente le risque. Eh bien, l'albumine, c'est une protéine qui est dans le plasma, et l'antivitamine K se lie à l'albumine. Alors, voici une schématisation. Vous avez en gros un vaisseau avec deux grosses molécules d'albumine, et vous voyez l'antivitamine K qui est ici représenté par les petits ronds bleus, qui est principalement lié à l'albumine. Il se trouve que à peu près 1% des antivitamines K ne sont pas liés à l'albumine, et uniquement ces 1% là sont biologiquement actifs. Donc le reste, en fait, ça sert en quelque sorte de tampon, et quand ce 1% est consommé, au fur et à mesure, ça libère évidemment le reste qui est fixé à l'albumine.
Mais ce qu'on comprend tout de suite, c'est qu'il suffit que le taux d'albumine diminue un tout petit peu pour que tout de suite la quantité d'antivitamine K libre augmente de façon catastrophique, alors que le patient a ingéré la même dose de médicament. Et donc on peut avoir un surdosage, alors que la dose ingérée était tout à fait normale. Voilà, donc ça c'est un exemple d'explication. Il y a des explications qu'on peut trouver, d'autres qui ne fonctionnent pas, hein. C'est un peu la surprise quand on lance ce type de méthode dans les bases de données. Donc il faut valider les résultats que l'on trouve avec ces méthodes de fouille automatisées. Il y a parfois des résultats pertinents, vous voyez, j'ai pas dit toujours, hein, ni même souvent, c'est simplement parfois, comme l'exemple précédent. Il y a parfois des résultats tout à fait inutiles. On vous dit par exemple que le fait d'avoir ce médicament et d'avoir plus de 80 ans est associé à un risque de décès plus élevé. Bah oui, évidemment, les vieux meurent plus que les jeunes, donc on n'a rien appris. Il y a parfois de simples associations sans relation de causalité. On peut vous dire antivitamine K plus antibiotique est associé à un risque d'élévation linéaire. Ben oui, mais il faut savoir que les antibiotiques sont donnés en cas de fièvre et que cette fièvre et l'ensemble du processus infectieux peuvent induire justement un problème. Et enfin, parfois, il y a des associations qui sont totalement contre-intuitives, et évidemment, c'est pas de la causalité. Par exemple, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que l'insuline était le meilleur prédicteur du risque d'hyperglycémie. Or, vous savez que l'insuline fait baisser le taux de sucre, donc c'est évidemment pas une causalité. Par contre, ce sont principalement les diabétiques qui font des hyperglycémies. Et qu'est-ce qui permet de localiser les diabétiques dans une base de données? C'est qu'ils ont de l'insuline. Donc l'association peut être contre-intuitive et évidemment, en termes de prédiction de risque, ça vaut quelque chose, mais en termes d'explication causale, ça ne vaut rien du tout. Un épilogue sur la méthode, c'est que les arbres de décision sont une méthode de fouille de données supervisée parmi d'autres. Et ça permet de détecter les interactions. En particulier, on va s'intéresser à l'effet d'une variable quand on est déjà dans un sous-groupe de patients. Et donc, il se peut très bien qu'une variable soit pertinente dans un sous-groupe de patients, mais pas dans un autre. Et c'est exactement ce que l'arbre est capable de faire parce qu'il n'y a pas forcément de symétrie. Il est possible que dans la branche de gauche, on découvre une deuxième variable qui soit par exemple le sexe, mais que dans la branche de droite, la deuxième variable discriminante, ce soit l'âge. Alors, il ne faut pas retenir le nom, mais la méthode que je vous ai montrée, que vous auriez pu découvrir vous-même de façon intuitive, c'est CHADE. C'est le Key Squared Automatic Interaction Detector, le détecteur d'interaction basé sur le Key 2. Et c'est la plus ancienne des méthodes d'arbre de décision. Plus ancienne, c'est le début des années 80. Ça permet de prédire une variable Y binaire avec l'ensemble des types possibles de variables X qui sont transformés en variables binaires par la méthode. Pour choisir les nœuds dans Shade, eh bien, on choisit simplement la variable qui est associée à la p-valeur du test du Ki2 la plus faible. Alors, c'est pas tout à fait ça en vrai, mais c'est équivalent. Et par contre, on a vu ici des critères d'arrêt qui font que l'arbre arrête de pousser alors qu'il y a encore des variables disponibles. Tout d'abord, évidemment, comme c'était le cas, lorsqu'on a une branche pure, lorsque dans la branche tout le monde présente l'événement ou personne ne le présente, on ne peut pas continuer. Mais il se peut également que toutes les variables x à étudier restantes soient constantes. Donc là non plus, il n'y a rien à étudier. Ou enfin, il se peut, c'est ce qui arrive le plus souvent, qu'il n'y ait plus aucun test significatif et donc on pourrait en théorie continuer, mais on voit bien que ça n'a aucun intérêt. Les arbres de décision sont des méthodes qui sont faciles à construire et qui sont de plus paramétrables. On peut utiliser des variables y de nature différente, même si ici c'était binaire, des variables x de nature différente et tout en même temps. Ça fonctionne en grande dimension, même si vous avez 3000 variables, la méthode fonctionne sans difficulté, ce qui n'est pas du tout le cas des régressions, bien sûr. L'arbre est facile à lire et les règles sont faciles à utiliser. Il n'y a pas de formule complexe. Ce ne sont que des si vous avez condition 1 et condition 2 et condition 3, vous avez un effet. Les systèmes de règles ainsi générés sont des systèmes non redondants. Par contre, les arbres de décision ont des inconvénients. Il y a un risque de surajustement, c'est-à-dire de découverte d'associations fortuites qui ne seraient pas découvertes sur un autre échantillon, ou en retirant des individus en rajoutant d'autres. Les arbres sont instables. Il est possible que lorsqu'on modifie les individus en retirant certains, tout à coup l'arbre change énormément d'allure. Ces arbres sont moins performants que d'autres méthodes parce qu'ils proposent des règles très simples. Par contre, ces règles, elles sont quand même excellentes, il faut le dire, très souvent.
Et ces règles, enfin, sont utiles à la prédiction, elles ont un bon pouvoir prédictif, mais elles ne sont pas forcément théoriquement valides, ce qui était le cas, par exemple, ici pour l'insuline, comme prédicteur des hyperglycémies. La réutilisation de données du dossier patient électronique que vous reverrez dans l'UE d'informatique médicale, ou Data Reuse, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps dans la banque et l'assurance et la grande distribution. Donc dans l'assurance, c'est l'essence même de l'assurance, donc ça a plusieurs siècles. Dans la banque, pas loin. Dans la grande distribution, ça a quelques décennies. Et en santé, ça fait une dizaine, une vingtaine d'années qu'on s'intéresse à cela seulement. Il y a certaines données qui sont toujours disponibles, comme les données ici nécessaires à la facturation de séjour, c'est le PMSI, on en reparlera. Il y a des données qui sont très souvent informatisées dans les hôpitaux, comme les résultats d'analyse de biologie médicale, les courriers en texte libre et les médicaments. Et comme vous allez le voir, ces données, on s'arrêtera sur cet exemple, ces données permettent de détecter plein de choses qui ne sont pas explicitement mentionnées. On va regarder ici quelles sont les données qui permettent de détecter un surdosage en antivitamine K. Alors, ici, je vais mettre le pointeur. Voilà. Hop, on voit que le patient ici a une élévation de l'INR, donc il y a probablement un surdosage en antivitamine K ici. C'est un résultat de biologie. Et cette élévation de l'INR est suivie d'une chute de l'hémoglobine, donc c'est peut-être ici une hémorragie. Lorsqu'on regarde les médicaments, on voit que ce patient avait effectivement un antivitamine K, donc un médicament anticoagulant, et que juste à ce moment-là, on a réintroduit du paracétamol. Le paracétamol à forte dose peut interagir. Il y a également une interaction possible ici avec les statines. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une réaction appropriée du médecin. Il y a un arrêt immédiat de l'anticoagulant, une introduction de son antidote qui est la vitamine K, et on voit effectivement que l'INR redescend. Et puis ici, il y a une transfusion sanguine qui est visible à travers les culots globulaires sanguins, la poche de sang, qui ici est codée sous forme de médicament. Et effectivement, ça entraîne une remontée de l'hémoglobine. Et donc, vous voyez qu'à aucun moment dans les diagnostics, on ne code une hémorragie. Et pourtant, on a bien compris qu'il y avait à la fois une hémorragie et que cette hémorragie était iatrogène, elle était induite par l'anticoagulant. Donc vous voyez que ces données qui sont neutres et très souvent objectives ont un potentiel énorme ici pour détecter notamment des effets indésirables du médicament. Je vous remercie de votre attention.